Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je suis le prof Chen et comme à notre habitude, nous allons observer le comportement des utilisateurs du réseau et du marché du Bitcoin. Bon, cette vidéo sort alors que une actualité concernant Binance est en cours, donc il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui trouvent pas forcément cette analyse pertinente. Pourtant, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur la chaîne de Bitcoin et sur le marché de Bitcoin et c'est important qu'on regarde de plus près qu'est-ce qui se passe en concernant Bitcoin et pas forcément par rapport à un énième exchange. On a eu Celsius, on a eu le FTX, maintenant on a Binance qui est, semble-t-il, en difficulté, mais ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Bitcoin va bien, ou du moins Bitcoin se porte comme il peut. Nous allons observer cela dans un instant dans cette analyse on-chain, mais avant de commencer cette analyse, il faut absolument que je vous parle de la fameuse promo du Black Friday que nous proposons chez Cryptos Research, où vous pouvez retrouver jusqu'à moins 66% de réduction sur nos offres. C'est pas rien du tout. Notamment sur l'offre annuelle, donc vous passez d'une offre qui avait une valeur de 600 € à une offre qui a une valeur actuellement marchande d'à peu près un peu moins de 200 €, ce qui nous fait à peu près 16,59 par mois. C'est quand même considérable. Et dites-vous que si vous êtes prêt à payer ce prix réduit, vous aurez accès à l'entièreté de ce que vous nous offrons sur Cryptos Research, avec évidemment l'équipe au complète qui sera là pour vous soutenir. Et regardez, on peut même vous donner un petit aperçu de ce que donne la nouvelle plateforme de Cryptos Research. Donc vous avez ici une superbe page d'accueil avec plusieurs chats sur l'analyse technique, l'analyse on-chain. Vous avez des sujets généraux, vous avez bien sûr une section pour les débutants, une section hors sujet, mais vous avez aussi des catégories avec divers types de posts sur l'analyse technique, on-chain, fondamentale, les airdrops, la DeFi, des vidéos, des replays, des lives, des présentations. Bref, je ne vous invite qu'à venir nous rejoindre chez Cryptos Research et à bénéficier de cette offre qui ne va pas durer aussi longtemps que ce qu'on pourrait penser. Donc vous avez à peu près entre 4 et 5 jours pour bénéficier de cette offre. Je vous invite de tout cœur à venir la consulter. Évidemment, vous aurez tous les liens et je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Mais, trêve de bavardage, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché et sur le réseau des crypto-monnaies. Le majeur réseau qui est Bitcoin. On va parler temporisation de marché, on va parler congestion du réseau, on va observer le nombre quotidien de transactions inscriptions, leur part des frais quotidiens, on va aller regarder un peu ce qui se passe du côté de la même pool, puis ensuite on va s'intéresser au comportement de dépenses à court terme des spéculateurs. C'est parti pour notre vidéo d'analyse on-chain. On va d'abord regarder rapidement ce qui se passe au niveau du prix, c'est-à-dire pas grand chose. Depuis qu'on a cassé le pivot bull bear des 30 000 $, comme vous le savez depuis notre dernière vidéo d'analyse, nous sommes rentrés dans un contexte de bull market avec un biais aussi à long terme qui commence peu à peu à s'installer. Manifestement, cette hausse du prix entre 30 et 38 000 $, elle a évidemment occasionné un certain degré de prise de profit. Et c'est ce qu'on est capable de voir au cours des derniers jours. En fait, on voit bien qu'on a une superbe hausse et que maintenant le prix peine à croître de manière supplémentaire, ce qui est déjà très bien, parce qu'en fait on est passé de 30 000 à 38 000, donc c'est déjà super, et ça a évidemment incité beaucoup de personnes à prendre des profits. Cette pression de vente, ajoutée aux shorts, ajoutée aux doutes, ajoutée au fait qu'il y en a qui veulent acheter certainement plus bas, eh bien nous fait stagner et va potentiellement nous amener vers une correction à court terme. C'est ce que nous allons voir dans quelle forme elle pourrait prendre. Mais d'abord, avant de parler du marché, il se passe quelque chose d'assez important en ce moment au niveau du réseau Bitcoin. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis février, une nouvelle innovation est arrivée sur le réseau Bitcoin qu'on appelle les inscriptions. Les inscriptions qui sont basées sur la théorie ordinals qui permettent de stocker de l'information, des fichiers sur la blockchain de Bitcoin de manière beaucoup plus facile qu'auparavant. Sauf que ce qui se passe, c'est que ça a forcément un impact sur le réseau Bitcoin, notamment en termes de congestion. Il y a une plus forte demande en termes transactionnels qu'auparavant. Cette demande transactionnelle impacte forcément le marché des frais, qui est un marché compétitif sur Bitcoin, et donc ça peut amener à avoir beaucoup de transactions en attente avec des frais qui sont un peu plus chers dans les moments où il y a beaucoup d'inscriptions qui sont en train d'être créées sur le réseau. C'est bien ce que nous voyons sur ce graphique. Depuis notre dernière étude des inscriptions, le réseau Bitcoin il a enregistré une hausse notable de l'activité on-chain. Il semble qu'une 4e vague d'inscriptions, encore dominée par le format texte BRC20, soit en cours, provoquant une nouvelle fois une congestion palpable. Notre première vague, c'était une vague où le format image dominait, ce que vous voyez ici en jaune. Notre seconde vague, qui a eu lieu entre avril et mai, c'était
premièrement des textes et des BRC20. Les BRC20, c'est l'équivalent des NFT sur Bitcoin, entre guillemets, hein, entre gros guillemets. Ensuite, on a eu de juillet à septembre encore une deuxième vague, une troisième vague dans le total, mais une deuxième vague de texte BRC20, et la quatrième vague, l'actuelle troisième vague de texte BRC20, mais la quatrième au total, qui a eu lieu depuis la fin d'octobre, en fait depuis que le prix est remonté. Quand on a cassé les 32 000 $, on a eu à ce moment-là beaucoup d'inscriptions qui sont arrivées sur le réseau. Certains disent que c'est une attaque, que c'est un spam, c'est pas illégitime comme commentaire, mais on va pas se lancer dans ce type de débat dans cette analyse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que il y a beaucoup de transactions inscriptions qui ont été générées au cours du dernier mois, et ça a un impact sur la manière dont les utilisateurs gèrent et utilisent le réseau. Le nombre de transactions en attente dans le même pool, il est en augmentation depuis la fin du mois d'octobre, et les niveaux enregistrés lors des précédentes vagues d'inscription sont relativement les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à plus de 380 000, même plus de 400 000 transactions inscriptions de type texte BRC20 qui sont réalisées chaque jour. Donc c'est quand même considérable. Voilà, vous avez la barre des 400 000 ici, vous voyez qu'on atteint à peu près ces sommets-là, mais chaque vague est un petit peu plus importante que la précédente. Et donc oui, en effet, on voit ici qu'il y a une quatrième vague d'inscription qui est encore la troisième vague d'inscription dominée par les formats texte et BRC20 avec plus de 380 000 transactions par jour. C'est colossal. Et alors, c'est assez important, mais ces transactions, c'est des transactions texte. Elles sont peu gourmandes en espace de stockage, par rapport aux transactions images qui, elles, prenaient beaucoup plus en espace de stockage, beaucoup plus d'espace dans les blocs. Ces transactions peu gourmandes en termes d'espace de blocs, elles sont pourtant très nombreuses. Et ça représente souvent plus de la moitié des transactions réalisées au cours d'une journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis un mois, la quasi-moitié de toutes les transactions réalisées en une journée sur le réseau Bitcoin, ce sont des transactions d'inscription, ce sont des transactions de stockage de données sur la blockchain de Bitcoin, ce ne sont pas des transactions à but économique ou à but spéculatif, ce sont des transactions d'inscription, et ça c'est assez important. La part des frais de transaction qui est payée par les inscriptions, elle a repris une hausse croissante depuis ce moment, et elle atteint près de 80% des frais totaux au cours des derniers jours. On voit bien ici les succinctes et successives vagues d'inscription, donc première vague image, deuxième vague texte BRC, deuxième vague texte BRC, troisième, et quatrième vague texte BRC20. Et à chaque fois, on voit qu'on a une dynamique de hausse des frais, qui est assez importante, qui peut être soit très graduelle puis ensuite évanescente, soit elle va être graduelle comme ça et croître. C'est un peu ce qu'on a durant les deux dernières. Et actuellement, si on mesure la part des frais qui sont liés aux frais de transaction payés par les inscriptions par rapport au total sur une journée, on est aux alentours, ça dépend des jours, mais on va osciller en moyenne autour de 20 à 30%, et on a quasiment atteint 45% le 18 novembre, donc il y a 4 jours. Donc ça signifie qu'il y a un volume conséquent de BTC qui est dépensé par les créateurs d'inscription pour voir leurs transactions inclus dans le prochain bloc, et ça représente souvent entre un quart et un tiers des frais totaux. C'est hyper considérable. Pour vous montrer l'ampleur, on va ici aller chercher le même pool de Bitcoin, une visualisation du même pool de Bitcoin, et on va voir à quel point il y a beaucoup de transactions qui sont en attente. On a des blocs, évidemment, qui sont en attente avec des transactions dedans qui attendent, elles sont déjà validées probablement, mais en tout cas elles attendent d'être incluses dans un bloc, pour ensuite, du coup, que leur historique soit mis à jour sur la blockchain de Bitcoin. Regardez ici, on a 300 blocs en attente. 300 blocs en attente, c'est considérable, hein, sachant qu'en règle générale, un bloc, ça va prendre 10 minutes à être créé. Je vous laisse faire 300 fois 10 minutes et ça vous donnera une idée de ce qu'on peut avoir. Tiens, regardez, un bloc vient juste d'être terminé. Donc on va pouvoir être capable d'observer dans le bloc 817 951 ce qui s'est passé. Vous voyez ici les transactions en rouge où les frais de transaction sont plus élevés. Donc on voit bien qu'on a une priorité de certaines toutes petites transactions qui sont souvent des transactions BRC20. Par exemple celle-ci, regardez, un montant de transfert de 0,009 Bitcoin, c'est minimal, avec quand même 25 000 satoshis payés. Donc ça nous donne quand même un frais de priorité qui est assez élevé pour une transaction qui transfère très peu au final de Bitcoin. Et ça, souvent, c'est lié aux transactions inscription. Vous allez voir que plus il y a de rouge, plus le frais payé est important. Plus on va vers du jaune, puis ensuite du vert, plus le frais payé est faible. Retournons maintenant sur le bloc qui est en cours de création et nous allons peut-être observer déjà, voici, une hausse des frais. On avait un frais médian il y a à peine quelques secondes qui était aux alentours des 65 sats par VByte et déjà actuellement il y a des transactions qui sont en train de payer 354 sats par VByte. C'est quand même considérable. On est à peu près sur une transaction qui va coûter à peu près 15 $ à être émise. C'est quand même considérable. Vous voyez
la réorganisation des blocs, voilà, la réorganisation des transactions, et les transactions à forte priorité qui ont payé beaucoup de frais qui commencent déjà à s'accumuler sur le côté droit du bloc. C'est exactement ce qu'on appelle une congestion, c'est-à-dire que les transactions inondent le réseau, et plus on paye de frais, plus on a de chances que la transaction soit validée rapidement et inclue dans un bloc. Et donc on a 300 blocs en attente, ça va prendre énormément de temps. On a plus d'1 million, on a quasiment 2 millions de transactions en attente dans ces blocs. C'est considérable, et ce bloc vient d'être miné de manière extrêmement rapide. Un bloc qui est miné en 2 minutes, c'est très très rapide. Et voilà, regardez directement un frais médian qui passe de 60 à 349. On voit bien ici la priorité des transactions. C'est ce que je voulais vous illustrer et c'est ce que je voulais expliquer ici, c'était suffisamment important. Je vais juste lire le petit texte qui était lié au même pool, parce que évidemment vous savez qu'il y a, comme d'habitude, un article qui est publié sur le journal de Cryptost, et donc on va lire ensemble ce qui a été dit par rapport à cette dynamique. Donc l'importance des frais associés aux transactions d'inscription permet un grand nombre d'entre elles de bénéficier d'une priorité augmentant leur consommation d'espace de bloc récent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites transactions qui vont prendre quand même pas mal d'espace de bloc et provoquant par ricochet une pression haussière sur le marché des frais. Donc beaucoup de petites transactions qui payent très cher pour être inclus dans un bloc, et ce qui se passe c'est qu'elles se retrouvent à consommer malgré tout un espace de bloc quand même considérable, alors qu'à de base elles sont quand même minimum. Mais comme elles sont beaucoup et qu'elles payent beaucoup de frais, et bien elles finissent par être incluses dans des blocs et ça prend quand même de l'espace. En combinaison, la congestion du réseau Bitcoin à cette hausse des frais, on peut observer une accumulation massive du nombre de transactions dans le même pool, avec près de 300 blocs en attente. Cette situation, bien que désagréable pour certains utilisateurs du réseau, est particulièrement bienvenue et rentable pour les mineurs de Bitcoin. Évidemment, si vous êtes un utilisateur et que vous voulez juste envoyer un peu de Bitcoin et que vous avez, imaginons que vous devez envoyer une valeur de 100 à 200 $ en Bitcoin et que vous devez payer un frais qui va de 5 à 20 $, bah ça vous intéresse peut-être pas, peut-être que vous préférez attendre et payer un frais plus faible de 50 centimes ou 1 $ pour voir votre transaction inclue dans un bloc d'ici 20 blocs, donc peut-être qu'elle sera réalisée au final d'ici une journée ou deux, alors que d'habitude bah, ça vous prend 10 minutes ou peut-être 20 ou 30 minutes. Et oui, c'est ce qui se passe quand il y a une congestion sur le réseau Bitcoin. C'est pas forcément agréable pour certains utilisateurs, par contre les mineurs, eux, ils s'en mettent plein les fouilles. Pourquoi ils s'en mettent plein les fouilles? Parce que les frais totaux qui sont alloués à leur portefeuille quand ils vont miner le bloc, en plus de la récompense de bloc qu'on a actuellement, et ben c'est tout bénef pour les mineurs, et eux ça les intéresse énormément, c'est hyper rentable pour eux de miner des blocs avec les inscriptions. Les inscriptions, ça offre une nouvelle forme de demande d'espace de bloc sur Bitcoin, et donc ça va totalement changer la manière dont l'économie des mineurs est en train de se développer. C'est assez important à observer. Donc ça c'est ce qui se passe en ce moment sur le réseau Bitcoin, l'impact des transactions inscriptions sur la congestion du réseau, sur la rentabilité des mineurs. On avait déjà fait une analyse de l'impact des BRC20 sur le réseau Bitcoin, hein. Vous pourrez la retrouver en tapant BRC20 dans la barre de recherche du journal Cryptost. Je vous invite à la lire parce que c'était la première et elle était relativement bien complète. Maintenant qu'on a regardé ce qui se passe au niveau du réseau Bitcoin, au niveau des dynamiques, des transactions et des frais, on va s'intéresser un peu plus au comportement à court terme. On le sait. Depuis la fin du mois d'octobre, le cours du Bitcoin il suscite beaucoup d'intention du fait de la cassure haussière du niveau des 30 000 $. Nous l'avions vu dans la précédente analyse, cette hausse elle a permis aux investisseurs et aux spéculateurs, investisseurs à long terme et spéculateurs à court terme, d'atteindre un niveau de profit latent suffisant pour générer une période de prise de profit palpable. Donc ici le prix qui a bien augmenté, ça a mis les investisseurs et les spéculateurs dans un état de profit tel qu'il était très intéressant pour eux de commencer à prendre des profits. Prise de profit égale pression de vente. Pression de vente égale poids sur le prix du Bitcoin qui a de plus en plus de difficultés à croître après une telle hausse, ce qui est tout à fait compréhensible. Concernant le comportement des spéculateurs, nous pouvons observer une divergence entre l'action du prix du Bitcoin et l'intensité de la prise de profit. C'est très important ce qu'on peut faire là. En mesurant l'état de profit-perte des volumes déposés par les spéculateurs sur les exchanges centralisés, et en supposant que ces Bitcoins sont déposés à des fins de dépenses, on obtient un aperçu clair du comportement de dépenses à court terme. Alors, en vert, vous avez les Bitcoins qui sont déposés par les spéculateurs en profit. En rouge, vous avez les Bitcoins qui sont déposés par les spéculateurs en perte. Dépôt en profit, dépôt en perte. En bleu, vous avez le flux net. Donc, est-ce qu'à un moment, c'est le dépôt en profit qui domine? Est-ce qu'à un moment, c'est le dépôt en perte qui domine? Et ça vous donne une super trace du comportement potentiel de prise de profit ou de prise de perte, de comportement de dépense des investisseurs à court terme. Pourquoi? Parce que si un spéculateur dépose un Bitcoin en profit sur un exchange, c'est pas certain, c'est pas à 100%, mais il y a de très fortes chances, 99% de chances, qu'il le fasse pas pour rien. Il le fasse s'il le dépose à profit,
potentiellement pour le vendre avec un profit. S'il le dépose à perte, potentiellement pour le vendre avec une perte. Et évidemment, cette heuristique, elle va pas s'appliquer à 100% des comportements des spéculateurs, mais elle va être suffisamment valide pour prendre en compte l'idée globale du comportement des spéculateurs, et donc ça va réussir à mesurer un proxy relativement fidèle du comportement global des spéculateurs. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'on a réellement un ralentissement. D'abord, on a une prise de perte juste avant que le prix ne se lance. Ensuite, on a une dominance des dépôts en profit qui nous indique bien qu'on a une volonté de prise de profit très intéressante. Et à partir de là, on voit que le prix du Bitcoin, il continue de croître alors que la prise de profit diminue. C'est très important. Ce qu'en fait ça veut dire, c'est que la première vague de prise de profit, c'est toujours la plus importante. Et ensuite, on a de moins en moins de prise de profit parce que les multiples de profit générés sont premièrement ceux qui sont développés pendant la première hausse. Ensuite, il y a la hausse est de moins en moins forte. Du coup, il suffit que quelqu'un soit entré au début de la première hausse et qu'ensuite il vende à la deuxième, et il a un multiple de profit qui directement est moins fort. Donc ce qu'on peut voir, c'est quand on a une divergence entre le prix du Bitcoin qui continue de monter et un comportement de prise de profit qui ralentit, eh bien ça nous indique qu'on est prêt de tester un biais haussier à court terme pour les investisseurs, et donc on va être capable de déterminer si eh bien, l'engouement à court terme va être suffisamment fort ou va perdre de son élan, et du coup va nous amener soit à une stagnation du prix, soit à une correction. C'est exactement ce qu'on a pu observer lors des précédentes hausses du marché du Bitcoin. Regardez, ici par exemple, nous sommes en mars. Le prix du Bitcoin teste les 20 000 et fait peur à pas mal de personnes. On a d'ailleurs une belle phase de prise de profit ici qu'on est capable de voir à court terme. Quasiment 30 000 bitcoins qui sont envoyés en perte vers les exchanges, c'est considérable, une perte nette d'environ 28 000 bitcoins, c'est quand même costaud. Quelques jours après, alors que le prix du Bitcoin commence déjà à augmenter, on a une première vague de prise de profit. Et ensuite, alors que le prix continue de monter, eh bien on voit que la prise de profit ralentit, jusqu'à ce que le prix stagne et qu'on commence à s'installer dans un climat un peu mitigé, où il y a des fois des phases de prise de profit, des fois des phases de prise de perte, et on finit toujours ultimement par une phase de prise de perte qui ensuite emmène un pivot, et quand la douleur à court terme est suffisamment importante, boum, on a une reprise du prix et à nouveau une nouvelle phase de prise de profit. Et encore une fois, on a une divergence. Cette divergence ici, on la voit par une stagnation du prix, alors que, eh bien évidemment, on a une chute de la prise de profit. Et encore une fois, on voit que le prix va soit stagner, soit corriger. Chaque fois, c'est la même chose. On peut observer ça un peu comme sur une vague, en fait. Si vous avez un petit côté surfeur, vous allez ici probablement voir une vague avec des vagues haussières, des vagues baissières, et puis une oscillation autour d'un centre de gravité qui est la zone neutre. C'est exactement ce qu'on est capable d'observer en ce moment sur le prix de Bitcoin. Une belle divergence qui va probablement mettre à l'épreuve la tendance haussière à court terme et le biais haussier, et le biais d'espoir des spéculateurs qui vont potentiellement se prendre une petite correction, et ce serait pas plus mal parce qu'on a quand même bien augmenté depuis le niveau des 30 000 $, et on l'a même pas retesté en tant que support, comme on le disait la dernière fois, donc au moins qu'on vienne rechercher, je sais pas, les 32 000, ce serait au mieux ça, parce que je ne vois pas monter directement vers au-dessus des 40 000 sans vraiment temporiser, sans vraiment corriger. Je pense que ce serait plus sain. Après, c'est mon point de vue, évidemment, le marché décidera comme il le souhaite. Donc ça, c'est une dynamique assez importante et on est capable de la mesurer grâce à une métrique que vous commencez, j'imagine, à bien connaître, hein, le STH-SOPR, le ratio de rentabilité des dépenses à court terme. Donc à quel point les dépenses des UTXO à court terme sont rentables, sont en multiple de profit élevé, si elle est au-dessus de 1, ou elles ont un multiple de profit faible, donc c'est-à-dire une prise de perte en dessous de 1. Prise de profit au-dessus de 1, prise de perte en dessous de 1. Il apparaît que la rentabilité des dépôts des spéculateurs sur les exchanges, comme on l'a vu au précédent, sont en train de ralentir graduellement au cours des dernières semaines pour se rapprocher de la neutralité. C'est ce qu'on a vu avec le graphique précédent. Une certaine logique semble donc se manifester en 3 étapes. Donc c'est ce qu'on a vu juste par rapport au graphique précédent. Une hausse des flux entrants durant la première hausse du prix, donc dépôt des bitcoins et prise de profit. Ensuite, une stagnation des flux entrants dans le prolongement de la tendance, la prise de profit tardive. Donc première vague, hop là, hausse des dépôts, prise de profit. Ensuite, deuxième vague, stagnation du prix, ralentissement du prix et prise de profit qui est moindre. Et ensuite, ralentissement et chute des flux entrants alors que le prix s'apprête à corriger. Fin de la prise de profit et préparation d'une potentielle vague de prise de perte. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment. C'est-à-dire que le prix est en train de stagner, voire peut-être de commencer à faire un plus haut, plus bas que le précédent. Hein, c'est assez important. On a même d'ailleurs en analyse technique ici un potentiel shoulder, head, shoulder, ou si je le dis, vous me corrigez si je le dis mal, mais en gros c'est épaule, tête, épaule, hein, voilà en français. Donc ça c'est clairement une figure de retournement de tendance. On verra dans les prochains jours si ce schéma est validé. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, la prise de profit est
plus faible que la précédente, qui est elle aussi plus faible que la précédente, et elle va nous ramener vers la neutralité, et potentiellement vers une prise de perte qui va commencer à augmenter au fur et à mesure des jours. On voit déjà que la prise de perte, ici, commence à avoir un certain soutien. Donc ça, c'est assez important. Il y a vraiment une dynamique comme ça en 3 étapes qui s'observe à chaque vague de prise de profit sur Bitcoin. On est vraiment capable de lier le comportement de dépenses des spéculateurs avec leur flux sur les exchanges. C'est assez beau à observer, j'aime beaucoup ces analyses en vrai. Donc le STH SOPR, il corrobore ces observations. Il permet du coup d'apporter de la preuve, d'apporter un soutien théorique et d'ailleurs pratique aussi à ces observations. Nous sommes en mesure de reconnaître que le comportement de prise de profit à court terme, il s'est estompé au point de tester la zone neutre. C'est exactement ce qu'on est en train de voir sur les dernières valeurs du STH SOPR. Je vais zoomer un peu pour vous donner un historique un peu plus intéressant. Donc voilà, ici on a clairement eu un petit peu de prise de profit, un petit peu de prise de perte, on était en train d'osciller sur le centre de gravité, et boum, on est passé au-dessus de 1, on a testé 1 en tant que support, et là, magnifique, prise de profit. Quasiment plus 5% en 1 heure pour certains spéculateurs, c'est quand même considérable, 5% en 1 heure, hein, vraiment sur des time frames à vraiment petite échelle, c'est sympathique. Et depuis, on voit que la prise de profit stagne, et que la plupart du temps, eh bien en fait, elle est en train de faire des plus bas, de plus en plus bas. Et on a eu un premier test, un deuxième test, un troisième test tout récent avec alors qu'on est descendu vers les 36 000 du STH SOPR, et ça nous indique clairement qu'un test du biais haussier à court terme est en cours. Il est même plus à prévoir dans les jours à venir, hein. J'ai écrit cette analyse hier, il est clairement en cours actuellement, on est en train de tester le biais haussier à court terme. Si jamais le prix du Bitcoin descend sous les 36 000 et que le STH SOPR imprime des valeurs négatives, on va se retrouver dans une conformation telle qu'on a pu la connaître, par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu un STH SOPR graviter autour de la zone neutre pour enfin, alors que le prix chute, tomber drastiquement et indiquer une prise de perte conséquente et ensuite utiliser la zone neutre comme une zone de résistance. C'est important, comprenez bien. La zone neutre, elle sert soit de support, soit de résistance à la tendance. Et quand on a un cours du Bitcoin qui est en train de tester la zone neutre comme ce qui se passe en ce moment, tant que le support tient, la tendance et le biais haussier ont une chance de reprendre. Une fois que le support est cassé et qu'il sert de résistance, on est en train de corriger. Et si on corrige au niveau des 36 000, on va probablement avoir des liquidations jusqu'à 34 000. À 34 000, il y a un bastion de liquidation sur les marchés dérivés, comme je vous l'ai expliqué sur Twitter. Donc si les 34 000 tiennent pas, c'est sûr qu'on fait une cascade de liquidation jusqu'au moins 32 000. Donc 36 000, 34 000, 32 000, peut-être 30 000, vous avez l'idée. Et c'est ça qui est assez important, c'est que si le support du STH SOPR et les 36 000 $ tiennent, on peut potentiellement avoir une tendance qui stagne, et ensuite qui va reprendre, j'imagine, dans quelques semaines, mais à mes yeux, il est plus sain qu'on commence à avoir une légère phase de prise de perte, qu'on aille chercher les 34 000, et peut-être qu'on aille chercher les 32 000. Honnêtement, ça fera une purge assez saine. Je veux pas dire que le malheur des uns fera le bonheur des autres, hein, clairement pas. Je ne souhaite à personne de perdre de l'argent en spéculant sur le cours du Bitcoin, clairement pas, je vous invite pas à faire ça du tout, faites attention à l'effet de levier. Ce qui est important à savoir ici, c'est que le comportement des spéculateurs, le comportement à court terme, il nous indique clairement qu'il va potentiellement avoir un test du biais aussi à court terme, et que si ce test est invalidé, il va avoir de la prise de perte et donc le prix va chuter, c'est comme ça. C'est mécanique, c'est la psychologie humaine. Si les investisseurs à court terme commencent à engranger trop de pertes latentes, ils vont les réaliser. C'est comme ça que ça fonctionne. Au cours de l'année 2023 maintenant, les divergences entre le STH SOPR et le prix du Bitcoin, comme on vient de l'observer, elles ont souvent engendré une correction de prix allant de moins 5% à moins 15%. Voilà. Moins 15% à partir de 36 000, ça va nous donner à peu près 32 000, quelque chose comme ça, un petit peu moins peut-être. Dans l'ensemble, comment est-ce qu'on peut résumer cette analyse on-chain? Eh bien, les données de cette semaine, elles nous indiquent que le réseau Bitcoin est de nouveau très sollicité suite à l'arrivée d'une nouvelle vague de transactions inscription de TICTEX BRC20. Alors que de nombreuses transactions inscription inondent le même pool et congestionnent le réseau, la pression induite sur les frais, le marché des frais, pousse le frais moyen de transaction à la hausse pour le plus grand bonheur des mineurs et pour évidemment le désagrément des utilisateurs du réseau Bitcoin actuellement, en effet. Pendant ce temps, le comportement de prise de perte des spéculateurs y ralentit à mesure que la hausse du Bitcoin perd en intensité. Nous sommes maintenant proches d'un point de test du biais haussier à court terme qui déterminera si le cours du Bitcoin entame finalement une correction très attendue par les derniers entrants ou si il continue potentiellement sa tendance. Voilà qui fait le tour de l'analyse on-chain que je voulais vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à aller lire
l'article sur le site de Cryptost, évidemment, parce que vous avez de meilleures annotations, vous avez des indications, vous avez des textes, c'est vraiment plus clair, hein. C'est bien de l'avoir par audio, mais honnêtement, des fois, c'est aussi super bien d'avoir les petites annotations, regardez là, support, résistance, des fois, visuellement, c'est tout bête, mais ça permet de vachement mieux comprendre les notions que j'essaie de vous transmettre, parce que, peut-être que certains d'entre vous regardent une vidéo d'analyse on chaîne pour la première fois de leur vie, et premièrement je leur souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, et deuxièmement c'est des notions qui peuvent vous être étrangères, et c'est pour ça que j'essaye de vous donner des formats écrits et vidéo audio qui vous permettent d'avoir le plus de vecteurs possible d'informations pour votre meilleure compréhension. Évidemment, pour les tweetos, on retrouve le thread on-chain de la semaine, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations ici présentes, et pour ceux qui adorent ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à venir voir ce qu'on fait chez Cryptos Research. N'oubliez pas qu'on vous offre moins 66% annuellement. L'offre du Black Friday, elle est quand même conséquente. Et bien sûr, si le produit, au bout d'un mois, il vous convient pas, vous pouvez être 100% remboursé. Donc en réalité, c'est une super opportunité pour vous. Venez voir ce qu'on fait. Venez, on va vous accueillir avec grand plaisir. Vous allez avoir de l'analyse on-chain, de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer et améliorer votre parcours crypto. On va vous accueillir, ça nous fera grand plaisir de vous voir dans la meilleure communauté française par rapport aux crypto-monnaies. Imaginez, si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci, on n'empêche personne de quitter. Voilà qui fait le tour de notre analyse on-chain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, un bon visionnage, et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.